Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'État du Sénégal a mis en place un important programme de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. L'objectif de ce programme est de permettre au pays de faire face efficacement aux inondations récurrentes qui perturbent le quotidien des populations, surtout durant la saison des pluies. À travers notre reportage en première partie d'émission, vous verrez comment la ville de Pikine et de Guédiawaye ont bénéficié de ce programme, mais aussi comment l'installation des bassins de rétention et des canaux d'évacuation dans ces zones vulnérables améliore la vie des riverains. Et pour finir, le suivi continu et assidu des autorités étatiques sénégalaises dans l'avancement des travaux du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Et pour avoir un éclairage complémentaire en deuxième partie d'émission sur l'impact de ce programme de résilience face aux effets néfastes des pluies au Sénégal, nous sommes avec le docteur Jean Birane Ning, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Ning, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous nous retrouvons sur ce plateau juste après ce reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Au Sénégal, la zone périurbaine de Dakar est sujette à des inondations récurrentes, d'où l'importance du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique PROGEP pour pallier cette situation. L'histoire de la zone de captage est liée à son bassin de rétention qui traverse tout le quartier. Le bassin est utile, mais il est archi plein durant l'hivernage et l'eau se verse sur nous. Normalement, s'il est débouché, la pluie ne devrait pouvoir la remplir, mais nous remarquons que le bassin est tout le temps bouché. Nous avons mis beaucoup de gravats ici, tout en espérant que ça ira mieux lors du prochain hivernage. Parce que c'est impossible de travailler dans l'eau. Donc, nous pensons que le principal problème du bassin de rétention, c'est qu'il n'est pas régulièrement débouché. Même son de cloche chez ce boutiquier chez qui on sent une certaine fatalité. Le bassin nous cause plus de désagréments que d'avantages, parce que durant l'hivernage, seuls ceux qui habitent près de l'autoroute sont épargnés par les eaux qui en proviennent. Mais pour les autres, c'est la catastrophe, surtout au niveau des maisons avec des fondations basses. Il y a aussi beaucoup de moustiques. Certaines boutiques ferment plus de 3 semaines. Nous sommes une boutique nouvellement installée, mais puisque nous avons déjà vécu la situation, vu que nous n'étions pas loin d'ici, maintenant on est habitué à faire avec les eaux qui viennent du bassin durant l'hivernage. Cet élève en terminale scientifique dans une école privée à la zone de captage embouche la même trompette. Le bassin de rétention ne lui rappelle point de bons souvenirs. Durant l'hivernage, le bassin nous cause beaucoup de soucis. Il y a trop de moustiques ici et l'eau nous dérange aussi, mais quand même on gère avec. Rallions à présent le quartier d'Abdourahmane 4, situé à Guédiawaye dans la banlieue dakaroise.
C'est un bassin imposant et bien aménagé que nous y trouvons. Le bassin de rétention est très important pour nous. C'est là où nos enfants s'amusent. Nos maris y prennent du thé, surtout en période de forte canicule. C'est nous les femmes qui en assurons la propreté parce que nous y tenons très souvent nos assemblées. Néanmoins, il y a des rigoles qui sont bouchées. Nous avons essayé de les déboucher en vain. Certains y versent des eaux usées avec des particules solides. Nous sensibilisons beaucoup, mais des inconscients s'arrangent toujours pour passer outre nos recommandations. Sa voisine explique comment les femmes s'organisent pour entretenir ce bien commun. Durant l'hivernage, l'eau entre directement dans les canaux d'évacuation aménagés à cet effet. J'en ai compté 3 au moins, mais actuellement ils sont bouchés. Nous sommes obligés de les ouvrir à chaque fois quand il pleut. Chaque mardi, nous nettoyons le bassin et c'est accompagné d'une quête. Nous avons une caisse dont l'objectif est de financer les femmes porteurs de projets. En marge d'une visite des autorités des travaux de canalisation à Keur Massar, toujours dans la banlieue dakaroise, des habitants ont expliqué que la nappe remonte et endommage leurs fosses septiques. En permanence comme ça, même tout le temps. Même en saison sèche. Les travaux, nous les jugeons très utiles pour nous. Nous en avons vraiment besoin parce que pendant l'hivernage, on ne peut pas se mettre ici debout. Pendant l'hivernage, on a de l'eau jusqu'aux cuisses. Donc on a besoin vraiment de ces travaux-là. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 4 mois que les travaux ont commencé. On n'a pas fait la moitié des travaux. D'ici l'hivernage, ça fait au maximum 2 mois. Au maximum, ça fait 2 mois. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire 1 kilomètre ou un peu moins d'1 kilomètre en 1 mois ou 2 mois, alors qu'on a resté 4 mois sans faire 500 mètres. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits, très contents vraiment. Aujourd'hui, vraiment, nos vœux ont été réalisés. Maintenant, on ne nous parle plus d'inondation. Dieu merci, les travaux ont commencé. Vous habitez ici depuis combien d'années? Nous sommes là depuis presque 23 ans. À chaque hivernage, beaucoup de populations déménagées à cause des inondations. Mais aujourd'hui, on a l'espoir, alhamdoulilah rabbil alamin. C'est l'agence de développement municipal qui réalise les travaux de drainage composés de bassins de rétention et de canaux d'évacuation, un système de drainage qu'ils veulent innovant. Le rôle des bassins, c'est surtout stocker et éviter d'avoir des canalisations de largeur qui dépassent les rues. Donc les bassins de rétention permettent de stocker l'eau et puis de réguler les débits qui passent. Ça permet d'éviter bien sûr des inondations, mais aussi ça fait économiser beaucoup d'argent, surtout pour la libération des emprises. On a des rues des fois de moins de 6 mètres. Il faut faire passer une canalisation de 3, 4, des fois 5 mètres. Donc on stocke l'eau derrière et puis au niveau des bassins de rétention et on les évacue petit à petit avec les canalisations. L'état d'avancement de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique est particulièrement suivi par les autorités étatiques sénégalaises. C'est la deuxième visite en 1 mois. Aujourd'hui, tous les bassins de rétention de Keur Massar et environ ont été visités. Le marigot de Mbao a été la dernière étape. Il y a eu une évolution par rapport à notre dernière visite. Les canalisations sont en train de se rapprocher pour que les jonctions puissent être faites, pour que cette masse d'eau qui dépend effectivement, comme vous le savez,
du bon Dieu et de sa pluviométrie puisse être capté, transité vers les bassins de stockage et être drainé vers le marigot de Mbao, mais de manière régulée. De manière régulée, c'est-à-dire que ce n'est pas toute cette masse d'eau qui va venir d'un seul coup vers le marigot. Il y aura une régulation qui sera faite pour permettre un écoulement correct qui ne posera pas de problème aux populations. Les travaux avancent. Il y a une partie du travail qui nécessite une accélération, c'est vraiment le profilage du marigot de Mbao. Et là, nous avons eu donc des assurances de l'Agence de développement municipal, je félicite, et également des entreprises qui nous ont promis un démarrage dans 3-4 jours pour ce reprofilage. Nous voulons également rassurer les pêcheurs qui utilisent un peu ce terre-plein pour leurs pirogues, pour leur dire que les travaux se feront sans qu'il y ait d'entrave à leur occupation, à leur travail. Les entreprises en charge du projet ont assuré que le dispositif sera opérationnel au plus tard à la fin du mois de mai, avant l'hivernage. Le seul point où il n'y a pas eu d'évolution, il faut le dire, c'est peut-être au niveau du marigot de Mbao. Ça, nous l'avons aussi également constaté, mais là, nous avons les assurances par rapport à cela, que les travaux ici vont démarrer dans 3-4, dans une semaine maximum. En tout cas, telles sont les assurances que l'ADM nous a données, mais également aussi les entreprises qui évoluent ici. Le dispositif de pompage également est en train d'être mis en œuvre. J'ai échangé, vous savez, c'est un chantier que nous suivons au jour le jour. Nous n'attendons pas les visites de chantier pour le faire. Au jour le jour, nous échangeons. Une fois par semaine, nous faisons le point avec l'Agence de développement municipal, l'ADM, avec son directeur général, Cheikh Issa Sall. Et nous savons aujourd'hui avec certitude que le dispositif de pompage sera également au rendez-vous. Les commandes sont passées, il y a même une partie du matériel qui est là. À ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à ce dispositif de pompage qui viendra accompagner tout ce dispositif-là pour soulager les populations de Keur Massar et environ. 15 milliards de francs CFA, soit plus de 22 millions d'euros, ont été mobilisés par le gouvernement du Sénégal pour l'ensemble des travaux. L'objectif est d'éradiquer durablement les inondations par la mise en place d'un système de drainage novateur. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec le docteur Jean-Biram Gning, enseignant, chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Gning, d'abord un mot sur ce reportage et surtout sur l'efficacité des installations du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, PROGEP, donc ces installations à Pikine et Guédiawaye. Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup de l'invitation. Je commencerai par d'abord féliciter les autorités qui ont eu cette idée. L'initiative est louable. À mon avis, c'est très utile pour lutter contre les inondations qui découlent en partie des changements climatiques. Mais si je prends du recul pour apprécier avec froideur, oui, c'est bon, mais ça ne suffit pas. C'est largement insuffisant par rapport à ce qu'on peut faire pour prendre en charge cette question de façon efficace et définitive. Les inondations récurrentes figurent ces dernières décennies parmi les plus grandes catastrophes naturelles auxquelles sont confrontés le Sénégal en général et la zone périurbaine de sa capitale Dakar en particulier. Le projet est-il une réponse durable et efficace aux inondations dans le pays? Pas efficace, vous venez de le dire, mais durable peut-être. Durable, c'est une réponse. Mais une réponse durable, la durabilité telle que définie, cette initiative, elle est bonne.
mais je ne la jugerai pas de durable, parce que ce serait trop dire. Selon vous, le projet ne peut pas régler à lui seul l'épineux problème des inondations au Sénégal? Affirmatif. J'affirme cela. Alors, selon vous, quelle autre solution viable pourrait permettre au pays de relever ce défi? La première solution découle de l'urbanisation. L'habitat. Il est nécessaire qu'il y ait une restructuration de certaines zones de Dakar. La deuxième solution que je trouve, c'est qu'il faut quand même, quand vous avez suivi le reportage, il faut communiquer, une conscientisation, une appropriation. Parce que, effectivement, les populations ne sont pas conscientes. Ils savent que les inondations constituent un problème. Mais les mesures d'adaptation ou les solutions qui leur sont proposées sont facteurs de d'autres problèmes, de d'autres soucis majeurs pour lesquels ou contre lesquels les populations se plaignent. Vous parliez à l'instant de l'urbanisation. Alors les inondations saisonnières affectent presque toutes les régions et touchent à la fois les zones urbaines et rurales, mais en raison de l'urbanisation, les problèmes se posent avec plus d'acuité dans les grandes villes. Alors, faut-il revoir tout le plan d'urbanisation du Sénégal? Cela est-il faisable? Ou le problème se trouve-t-il ailleurs? Y a-t-il un autre problème ailleurs? Certainement pas revoir tout le plan d'urbanisation parce que cela, à mon niveau, proposer cette solution paraîtrait un peu utopique. Mais il faut quand même reconnaître que ce soit les notables, que ce soit les municipalités ou les habitants de ces différentes zones savent où sont les chemins d'eau, où sont les points d'eau, où sont les zones, en tout cas, inondables. Et ils ont regardé faire jusqu'à, ne pas aménager, ne pas prendre en charge la question de l'aménagement en amont et y construire des habitats ou morceler des sites qui n'étaient pas appropriés. À mon sens, c'est des sites qui sont connus et que seulement le projet ne peut pas régler. D'ailleurs, ceux qui s'activent à ce niveau doivent effectivement échanger avec les autres secteurs de l'État, de l'administration du Sénégal, pour que des solutions beaucoup plus larges et durables, avec une conscience environnementale, puissent être entreprises. Vous venez de parler de l'implication des différents acteurs autour de cette question épineuse que sont les inondations au Sénégal. Alors selon vous, quel rôle peut jouer les populations dans la prévention des risques liés aux inondations et au changement climatique? C'est d'abord un problème de comportement. Les populations, comme vous le savez, au Sénégal, on ne fait pas la différence entre eau usée, déchets liquides et déchets solides. Tout est mélangé. Et donc ça, d'abord, il faut que les populations aient cette conscience-là et qu'on les accompagne pour qu'ils puissent prendre le devant, séparer les déchets solides des déchets liquides et aussi permettre à ce que l'évacuation des eaux pluviales puisse se faire convenablement. Il faut qu'on ait une conscience citoyenne, il faut qu'on ait une conscience environnementale pour qu'on puisse laisser les zones de passage des eaux. Alors, quels seraient les mécanismes pour permettre à la population d'avoir cette conscience citoyenne? Quels seraient les piliers fondamentaux? C'est d'abord une question d'éducation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut les accompagner. Celui qui ne sait pas, il faut l'accompagner. Il faut les sensibiliser. Et il faut également, je crois que c'est là où on n'a pas encore touché. Il faut que tous ces ouvrages-là, toutes ces infrastructures-là puissent servir au quotidien des populations. Si cela avait un rapport par rapport à l'économie, par rapport à leurs activités économiques, si ces infrastructures permettaient d'améliorer leurs conditions de vie quotidienne, je crois qu'ils en prendraient beaucoup plus conscience et en ce moment, le problème serait résolu d'une partie. En parlant des piliers pour une conscience collective face au problème des inondations, dans chacune des zones d'intervention, le PROGEP a mis en place des comités locaux d'initiative pour la gestion des eaux pluviales et l'adaptation au changement climatique. Vous pensez que c'est leur rôle? Oui, les populations, naturellement, il faut qu'ils soient impliqués. Les populations doivent être impliquées avant, pendant et après. Mais justement, il ne faut pas les laisser juste pour, comme si on les abandonnait. Parce que si vous suivez le reportage
quand est-ce que les travaux ont commencé, sans critiquer. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un entretien qui s'est fait? Parce que construire des ouvrages, c'est une chose, c'est très bien, c'est louable, mais les entretenir, c'est encore mieux. Si on les entretient, vivent les problèmes, vive la prolifération des moustiques, vivent les accidents avec les enfants et tout ce que vous pouvez noter, vivent également des tas d'immondices dans au moins ces ouvrages-là qui sont déjà construits, ce qui contribue très rapidement à la dégradation de ces ouvrages. Donc des travaux ont été faits, d'autres travaux sont en cours. Alors malgré des avancées significatives pour stopper les inondations au Sénégal, le plan décennal de lutte contre les inondations, PDLI, incluant le PROGEP, n'est pas encore venu à bout de ce fléau qui nécessite d'énormes moyens. Alors comment aujourd'hui mieux outiller les acteurs du secteur pour assurer une meilleure gestion des risques climatiques en milieu urbain? Je crois que c'est vous avez parlé déjà des acteurs. Les acteurs, la population en font partie, les autorités locales en font partie, les autorités étatiques en font partie. Exactement. Et donc, sur ces différents maillons-là de la chaîne, pour chaque maillon, il y a des interventions qui doivent se faire. Nous avons parlé des populations, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les conscientiser pour qu'ils prennent leurs responsabilités et puissent éviter tout système allant dans le sens de compromettre ce qui est envisagé. Mais aussi au niveau local, il faut que le suivi puisse se faire de façon concrète et honnête et que les autorités locales puissent discuter avec les populations et éviter toute forme de compromission allant dans le sens d'utiliser ou de morceler des espaces qui, d'antan, servaient à stocker les eaux ou à l'évacuation des eaux. Il faut également que l'État puisse aussi réfléchir sur des solutions un peu plus ambitieuses. À mon sens, ces solutions-là, elles sont bonnes, mais elles sont moins ambitieuses parce qu'on bouffe des espaces. Dakar, c'est 0,3% du Sénégal, où vit quasiment le quart de la population. On ne peut pas tout déconstruire. C'est peut-être une partie qu'il faut le faire. Il faut qu'on pense à des innovations. Pourquoi ces bassins de rétention sont à ciel ouvert? Pourquoi on ne chercherait pas à avoir des bassins de rétention qui sont plus ou moins couverts? Ça, c'est des choses que l'État qui nécessitent beaucoup de moyens. Mais évidemment, nous ne pouvons attendre ça du secteur privé ou d'un autre acteur qui n'est pas l'État. Donc, l'État a aussi l'obligation de réfléchir également avec les chercheurs, les universitaires que nous sommes, pour que nous puissions apporter notre contribution à cela. Donner de la valeur à l'eau qui est collectée ou par exemple, de l'eau de pluie. Justement, parlons de ces solutions innovantes, ces solutions ambitieuses et surtout de solutions écologiques. Ces bassins de rétention d'eau et d'évacuation d'eau, souvent elles sont orientées directement vers la mer. Alors selon vous, on peut mieux utiliser cette eau et l'utiliser dans différents domaines pour améliorer le développement du pays? Parfaitement. Ce qu'on n'a pas dit et qui est sorti dans le reportage, la première chose, c'est qu'une bonne partie de la population, pendant la saison de pluie, ils affirment que la nappe et les bassins de rétention servent à alimenter la nappe. Ça veut dire que ce n'est pas étanche. Ça, c'est un autre point sur lequel je n'avancerai pas. Mais si cette eau-là, d'abord aussi, les experts ont dit que l'eau n'est pas envoyée automatiquement en mer. Évidemment, quel est le débit? Ça dépend de la précipitation. Quels sont les volumes d'eau qui sont tombés? Sinon, par moment, l'eau part en vrac. Donc, il n'y a pas le temps de séjour qu'il faut pour décanter et que les matières solides denses puissent reposer et que les matières qui flottent puissent être au sommet et que l'eau qui part en mer puisse être une eau plus ou moins polluée parce qu'il y a des hydrocarbures, il y a tout qui rentre dans cette eau-là. Donc il faut un temps de séjour qui permette à ce que l'eau qui va en mer puisse être quand même au moins puisse être de meilleure qualité que ce qu'on envoie en mer. Ce n'est pas le cas. Maintenant, une fois que l'eau était stagné et que le temps de séjour était plus long, on peut chercher d'autres activités. Pourquoi pas utiliser cette eau pour l'aménagement des espaces verts? Pourquoi pas mettre des gazons pour lutter contre la poussière qui crée beaucoup de maladies respiratoires? Pourquoi pas ne pas utiliser cette eau-là pour arroser certaines espèces? Dakar est pauvre en espèces végétales. On ne trouve pas des arbres. Donc on cherche à construire.
Et puis, c'est paradoxal. Au moment où le pays manque d'eau, l'eau crée des problèmes ailleurs. C'est vraiment un paradoxe. C'est le paradoxe sénégalais. Merci Dr Jean-Biram Gning pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur Média 1.